Bienvenue dans Reporter Plus, le magazine de grands reportages long format de France 24. En réaction à une série de crimes racistes et de bavures policières, une poignée de jeunes se lance dans une longue marche pour réclamer l'égalité des droits. C'était le 15 octobre 1983, il y a 40 ans en France. Cette mobilisation partie de Marseille est surnommée rapidement la Marche des Beurs. Arrivée à Paris, des dizaines de milliers de manifestants l'accompagnent. C'est l'émergence dans l'espace public d'une génération d'immigrés et d'enfants d'immigrés, jusque-là restés dans l'ombre. Aujourd'hui, que sont-ils devenus? Quel est leur regard sur la société et sur les débats sur l'intégration? Karim Yayaoui et Jonathan Walsh ont retrouvé plusieurs de ces citoyens engagés. Un documentaire fort dont les archives et les témoignages résonnent étrangement avec l'actualité. La marche pour l'égalité et contre le racisme, partie le samedi 15 octobre de Marseille pour arriver le samedi 3 décembre. On ne mesurait pas ce qu'on était en train de faire. Ça nous paraissait comme, au départ, comme une espèce de petite balade. Comme il se l'était promis à leur départ de Marseille, les 32 marcheurs ont traversé Paris. Derrière eux, des dizaines de milliers de personnes sont venues soutenir leur marche pour l'égalité et contre le racisme. Cette foule, avec toutes ces pancartes de toutes les villes que tu as traversées, c'est un truc que tu ne peux pas oublier. La probabilité qu'ils aient affaire à des provocations violentes était très très grande. On a surpassé la question politique, raciale. On voulait seulement une dimension humaine. On ne demande pas la lune, on demande de vivre, c'est tout. Et vous croyez que la manifestation, la marche va servir à quelque chose? Oui, elle a intérêt. Oui, on est là. Et ça prouve au moins qu'on est maintenant capable de s'organiser entre nous. J'étais plus ou moins le photographe de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Je me suis immergé dans la marche. J'ai photographié les marcheurs dans leur joie, leur peine, leurs doutes. Et cette photo-là, par exemple, c'est à la cité de Châtenay-Malabry, un môme qui avait 17 ans, qui s'appelait Mredi, et les flics lui ont tiré dessus. Il a eu un handicap à vie. Et là, ça, c'est la photo emblématique de la marche, voilà. Elle est devenue célèbre, hein. J'ai jamais entendu parler de cette marche. On voit un homme blanc tenir la main d'un enfant noir et arabe. Et du coup, je la trouvais emblématique, que ça pouvait raconter un peu le but de la manifestation. Je crois que ça a été une étape, quoi, dans la jeunesse immigrée, voilà. Je ne pense pas qu'il va y avoir encore une marche de cette ampleur-là. Et il faut que ça reste dans l'histoire, un peu comme la marche des droits civiques aux États-Unis, quoi. Alors, je trouve que c'est ce qui est formidable dans cette marche, c'est qu'elle est partie de gens sans importance, nous sommes des gens sans importance, d'une douzaine de personnes qui ont dit non, cela ne peut plus durer. Ces meurtres de jeunes, un peu partout en France ces derniers mois, ce climat de rejet des étrangers qui s'étend comme un cancer, eh bien, il faut l'arrêter. Nous allons prendre la route, comme d'autres avant nous l'ont prise, ces Noirs américains ou ces Indiens vus dans le film de Gandhi, ou encore ces paysans du Larzac. Nous allons prendre la route pour essayer de rejoindre tous ceux qui, en France, refusent une France de l'apartheid. Nous avons l'ambition de réussir, et parce que nous avons cette ambition, eh bien, nous allons gagner, et nous sommes sûrs que le 3 décembre, à Paris, place de la Concorde, nous serons 100 000 pour affirmer oui à la France de l'égalité, oui à la France de la fraternité.
Septembre dernier, des incidents éclatent fréquemment dans l'un des quartiers de la ZUP des Minguettes, le quartier Montmousseau. Les causes ? Trop forte densité d'émigrés et trop de chômage parmi les jeunes. Ce qu'on appelle l'été chaud en 81, ces courses-poursuites de voitures entre les jeunes et la police, ce fameux été chaud où cette jeunesse immigrée joue au chat et à la souris avec les forces de l'ordre et crie son ennui depuis les banlieues, les fameux grands ensembles en déshérence. Et cette jeunesse adolescente, elle se retrouve liée à des faits de violence policière, de délinquance ou de chômage. Au milieu des années 50, il y a eu ce mouvement de construction, de fabrication d'un nouvel univers de vie potentiel qui était considéré comme un univers favorable, qui était les grands ensembles, donc espaces périphériques, mais aérés, habitables, modernes, etc. Cette illusion a fonctionné pour les classes moyennes pendant une bonne dizaine d'années. Depuis les incidents de l'été dernier, les Français ne veulent plus s'installer aux Minguettes. Depuis 3 ans, l'on enregistre aux Minguettes un départ massif des Français, dont les moyens permettent d'accéder à la propriété ailleurs, surtout ailleurs. Une partie de cette population va quitter les lieux pour se loger ailleurs. Et en même temps, on essaie en France d'éradiquer les bidonvilles. Et donc, il y a une sorte de transfert d'habitation. Et donc, des populations immigrées vont vivre dans ces grands ensembles qui vont devenir le lieu d'action, on pourrait dire, de ces jeunes qui vont, ayant atteint l'âge adulte, réagir. 35 000 personnes habitent ici. Plus de 40 nationalités y sont représentées. Depuis le début de l'été, les vols de voitures se sont multipliés, suivis de rodéos et d'incendies, des distractions entre guillemets pour des jeunes qui ne disposent que de 4 éducateurs, alors qu'ils sont 10 000 de 10 à 19 ans. C'était pas des enfants désirés. Voilà. La France a importé des parents pour faire le sale boulot que les Français ne voulaient pas faire. En attendant, qu'est-ce qui se passe ? Les familles rejoignent. Les gamins sont nés ici. La France se retrouve avec une population qu'elle n'a pas voulu. Et ça se voit qu'elle n'a pas désiré. Ça se voit, la manière dont elle les traite. Dans ce quartier, on n'a même pas un endroit de rencontre. Parce qu'il y en a qui nous croient qu'on est capable de rien faire, mais en vrai, on est toujours réadaptable, la société, comme on dit en vrai. Il y a toujours un moyen de se redresser, quoi. Mais là, ils disent non, c'est les mecs, il faut les laisser. Bien sûr, si nous laissent comme ça, ils nous laissent tomber, là, ça va dégénérer, ça va faire du mal. Comment tu te vois, toi, dans 10 ans Moi, personnellement, je sais que je vais pas tarder à m'arracher. Alors, je pense que comme je sais que je vais partir, c'est parce que je sais que ça va aller de plus en plus mal et ça va finir mal, très mal. Alors, vaut mieux que je parte avant que ça finisse mal pour moi. Ils font pas quelque chose avant. Ce qu'il faut, c'est qu'ils donnent un local et qu'ils essaient de trouver... Il faut que les flics aussi arrêtent de narguer parce qu'un jour l'autre, ça va mal aller aussi de l'autre côté. Là, il faut parler des loyers aussi. Ouais, les loyers augmentent du matin au soir. Là, nos parents ils croient que c'est des... On est des émirs, on n'en a pas du pétrole, nous, à la maison. On ouvre le robinet, c'est de l'eau. Tout le monde part, c'est à cause des loyers. Hein. C'est pas à cause des petits scandales qu'il y a, c'est le loyer. Et toi, Fredo, comment tu te vois dans 10 ans Toi, personnellement. Travaillant, marié, des enfants et... Non, c'est pas avec cette vie de chien. On n'a pas d'avenir, on n'a pas d'avenir nous-mêmes. Vous voulez que nos gosses ils ont des avenirs? L'été d'avant avait été un été très chaud aux Minguettes, d'une façon qui était assez inquiétante en réalité, hein, parce que si tous les quartiers où il y avait beaucoup d'immigration se mettaient en feu, comme les Minguettes, c'était quand même grave. Et François Mitterrand l'avait tout à fait repéré. Visites surprises qui se sont déroulées dans la plus grande discrétion. Seule Madame Georgina Dufoy, secrétaire d'État à la famille et aux immigrés, et 2 collaborateurs du chef de l'État étaient présents. Dans l'ensemble des Minguettes, le président de la République s'est rendu au cœur du quartier Montmousseau. Invité par une habitante de la tour numéro 12, il a visité l'appartement d'une famille française d'origine algérienne et partagé avec elle le thé à la menthe et les pâtisseries orientales. Puis François Mitterrand a rencontré les animateurs de l'association SOS Avenir Minguettes. Il avait précisé que c'est très bien que la population qui habite ce quartier prenne en main un peu la réhabilitation. Nous, on lui a fait voir un peu les plans, les idées qu'on avait. Les 2 quartiers que je viens de visiter sont inscrits sur la liste des 22 quartiers à réhabiliter et je compte appliquer nos efforts
pour qu'effectivement ces quartiers soient réhabilités, c'est-à-dire soient habitables. À l'origine de nombreux désordres sociaux se trouvent ces fâcheuses, ces déplorables conditions de vie. Alors, quand on rencontre François Mitterrand, quand il vient, et, il voit quelques jeunes, dont Jamel Attala, si je me souviens bien, et qu'on lui présente le projet de marche, il nous dit si vous réussissez, si vous arrivez à Paris, je vous recevrai. Donc on a un engagement oral et un engagement. Aujourd'hui, c'est l'un des phénomènes les plus troublants sur lequel je vous propose de réfléchir. Il s'agit du racisme, le racisme qui s'est développé ces derniers mois et qui a fait une trentaine de morts en France. C'est d'ici que Louardi Ben Mohamed est parti. Il était 22h samedi soir. Il quitte la cité des Flamands dans le 14e arrondissement de Marseille. 3 amis dans une voiture l'attendent. Quelques centaines de mètres plus loin, il sera tué par un CRS. Entre 80 et 83, plus d'une quarantaine de jeunes arabes sont assassinés, soit dans le cadre de violences policières, soit dans le cadre de crimes racistes et sécuritaires. C'est ça la France d'avant la marche de 83. En 80, donc, j'ai vécu un drame en bas de chez moi, c'est-à-dire un policier qui a tué un jeune à 200 mètres de la maison, quoi. Ça m'a profondément, mais vraiment profondément atteinte. Je parle de Louardi Ben Mohamed, assassiné par le CRS Taillefer. Ils m'ont tué mon fils pour rien. Ils ont tué un jeune de 17 ans qui n'a jamais rien fait. Mes enfants, ils n'ont jamais rien fait. Mon fils a servi pour la France. Et puis en février 81, donc 4 mois après, c'est mon frère, à 20 mètres de Louardi. Et donc là, bon, ben, tu vis... c'est pas imagine, c'est inracontable. Tu vis en guerre dans un pays en paix et tu comprends même plus les autres, quoi. Les autres peuvent pas te comprendre et toi tu peux plus les comprendre. La balle que se prend un membre de la famille comme ça, si jeune, elle traverse toute la famille et ce sur 2-3 générations. C'est l'époque où beaucoup de policiers qui sont en charge des populations immigrées sont aussi des gens qui viennent de l'Algérie coloniale, qui ont pu être policiers en Algérie française et qui se retrouvent policiers ici en France. Dans leur esprit, la guerre d'Algérie, elle était encore, voilà, elle était encore là, présente. Moi, je me souviens quand on est arrivé 66, 67, 70, on va dire, je commençais à courir, à sortir dehors, à faire parfois des petites bêtises de gamin de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. On me qualifiait de petit fellaga. Un fellaga, c'était un rebelle algérien qui luttait pour l'indépendance algérienne. Il luttait contre les colons. C'était ça, le fellaga. Le quartier des Minguettes à Vénissieux, dans la banlieue de Lyon, est à nouveau en ébullition. De violents incidents ont opposé la nuit dernière de jeunes maghrébins aux forces de l'ordre. Un policier a été grièvement blessé, ainsi que le porte-parole des jeunes maghrébins du quartier. Pour les policiers, l'un des gardiens de la paix s'est retrouvé entouré et frappé par une vingtaine de jeunes armés de barres de fer, et il a tiré pour se défendre. Du côté des jeunes, on affirme au contraire que le policier a lancé son chien sur des jeunes. 3 autres garçons sont alors arrivés. Le coup de feu est parti aussitôt. Il y a 40 ans, parce que j'ai porté assistance à un enfant, on va me tirer dessus. Après que Toumi Djadja a failli mourir, il a reçu une balle presque à bout portant d'un policier. Et à partir de cela, cet Xème événement supplémentaire, mais qui touche un jeune qui avait déjà beaucoup d'audience dans le quartier, il y a la décision de faire cette marche. L'idée de la marche, elle n'avait pas fait l'unanimité de ce groupe de jeunes. Christian a joué un rôle important parce qu'il était conscient qu'il y avait, dans le groupe de jeunes, il y avait des gens qui étaient prêts à en découdre. Et il lui a fallu du temps et beaucoup de persévérance pour convaincre certains d'entre nous à se ranger plutôt
sous une bannière non violente à travers l'organisation d'une marche. Quitter cette banlieue couleur gris-béton pour aller à la rencontre de cette France, de cette diversité-là, c'était dire que partout il y a de l'injustice, partout il y a de la discrimination, partout il y a du racisme, on trouvera des femmes et des hommes qui vont se lever pour dire stop à ça. Marseille, le 15 octobre. Quelques banderoles, une poignée de jeunes, immigrés pour la plupart. La longue marche pour l'égalité démarre dans une indifférence quasi générale. Marseille a été marquée de manière assez forte par des morts violentes, notamment la mort d'un enfant dans le quartier de la Cayolle. Et la décision est prise de partir de Marseille, une espèce de traversée de la France. L'idée, c'était aussi de refaire l'itinéraire d'une grande partie des parents de ces jeunes. Parce qu'à l'époque, les migrants sont venus par bateau, ils ne sont pas venus en avion, les migrants du Maghreb. Donc, et la plupart arrivaient par Marseille. Donc il y a ce choix-là symbolique. Quand on a quitté Marseille, on était assez nombreux parce que c'était un week-end et il y avait donc tous les militants qui avaient décidé d'accompagner la marche sur le samedi et le dimanche. Et donc on était une petite centaine, entre 50 et 100, avec beaucoup de gens qui marchaient juste pour la journée et puis des gens, des associations de soutien. On a commencé à partir de la Cayolle et dans les premières étapes, on s'est vite aperçu d'abord que c'était long, que c'était fatigant et qu'on était seul. Des marcheurs permanents, il est d'une trentaine. Il est composé de moitié de jeunes des quartiers et de moitié d'adultes qui ont déjà une histoire militante, en particulier dans la non-violence. Il fallait faire vivre ce groupe ensemble. Il a fallu que les gens s'apprivoisent les uns les autres. Ça, c'est à Avignon. Donc ça, c'est dans notre camionnette. Voilà, Farid, Patrick, Brahim. Donc tous les trois, ils sont des Minguettes. Et moi. Et les jours qui venaient après, on avait pris conscience qu'on était dans le sud. La vallée du Rhône, entre Marseille et l'Oriole, tu vois, au sud de Valence, c'est chaud. C'est quand même des beaufs, comme on disait à l'époque. Quand on est arrivé, même pas loin de l'Oriole, le fusil était braqué contre nous. Ils étaient deux, c'était en voiture, il nous a braqués de loin. Donc le groupe, il commençait à avoir un peu peur. La probabilité qu'ils soient dans des états, qu'ils aient affaire à des provocations violentes était très très grande. C'est un miracle qu'il n'y en ait pas eu davantage. C'était inscrit que la provocation allait être tout au long de leur marche. Hein. Moi, j'arrive à Valence, voilà, je prends contact et ça monte. Donc ça, c'est la première partie dans l'indifférence jusqu'à Valence-Lyon. Tu vois, à partir de Vienne, ça commence à vraiment monter en puissance. Quand on est arrivé aux Minguettes, tous les grands quartiers des Minguettes étaient présents. C'était magnifique, ils étaient tous là. Les mamans, beaucoup les mamans de quartier ont fait un couscous géant qui a été fait dans l'église et on a mangé à l'église. C'est hyper symbolique. C'était une journée extraordinaire. Moi, j'en garde un bon souvenir à Lyon. Effectivement, il y a ceux qui me disent on aurait pu être peut-être des milliers et des milliers. Mais je leur dis souvent, n'oubliez pas le contexte de l'époque. Et là où on est quand même, malgré tout, c'est une réussite. Et la marche, elle n'est pas terminée. On a encore un mois devant nous. À raison de 20 à 30 km par jour, les marcheurs traversent de nombreux départements pour communiquer leur désir de compréhension et de cohabitation pacifique entre Français et immigrés.
Lors de certaines étapes, l'effectif double ou triple grâce à des participants occasionnels qui viennent soutenir l'action des marcheurs. C'était des petites villes, hein. Donc on rentrait dans la ville, en général par le sud, et puis on allait jusqu'au centre. Et puis après, on était attendus dans divers lieux. Ce midi, au foyer du Soleil à Nuit-Saint-Georges, le déjeuner a permis aux personnes du troisième âge d'échanger des points de vue avec les participants et les liens se sont très vite créés. Ce soir à Dijon, les marcheurs vous proposent un spectacle gratuit à la Bourse du Travail, spectacle destiné, lui aussi, à lutter contre le racisme. Alors, qu'est-ce qui vous motive, vous, personnellement, à participer à cette marche et à l'organiser? Bon, c'est pas pratiquement pour moi, parce que, disons, en tant que fille, j'ai pas tellement de problèmes, mais c'est surtout pour mes frères, pour tous les gens, disons, pour tous les immigrés. Bon, je me bats pas que pour moi, je me bats un peu pour tout le monde. On a commencé à arriver dans l'est de la France. Et là, arrivé juste avant Strasbourg, à Nuléville, on apprend la terrible nouvelle de l'assassinat de Habib Grimzi, jeune étudiant, enfin jeune Algérien, qui était venu passer ses vacances en France. Si l'Algérien Habib Grimzi n'avait pas eu la peau mate, les cheveux noirs et frisés, personne n'aurait eu l'idée de le précipiter hors d'un train qui roulait à 92 km/h, le Bordeaux-Vintimille de 22h27. On apprend ça sur les chaînes de télévision. Et là, c'est une claque. C'est une claque. C'est un moment de doute. C'est un moment de violence absolue où là, beaucoup de marcheurs craquent en disant c'est pas la peine, puisque la marche s'est construite sur un rapport de non-violence, dans un rapport de fraternité. C'était on tend la main, on pense pas que les Français et que la France est raciste. Et là, il y a une émotion générale en France, parce qu'un certain nombre de gens se disent comment est-ce que c'est possible qu'on en arrive à une telle barbarie. Et il y a le besoin de réagir. Et la marche est là. Donc elle va être prise un peu comme un taxi par tous ceux et toutes celles qui veulent manifester leur indignation. Quand cet événement se produit, on se trouve dans la région de Strasbourg. Strasbourg, le tournant. Cette fois, ça y est, le pari est définitivement gagné. Georgina Dufoy, secrétaire d'État, se joint au cortège. C'est la reconnaissance officielle. Je voudrais que vous sachiez aussi une chose, je serai toujours avec vous sur des choses. Toujours, je ne vous laisserai jamais tomber. C'est des gens qui parlaient d'eux-mêmes. Ils ne cherchaient pas à casser la France, ils ne cherchaient pas à remettre en cause une civilisation. Ils cherchaient à dire, voilà, nous sommes là et nous voulons l'égalité et nous voulons le respect. Moi, je suis d'accord avec eux parce que j'ai toujours travaillé avec des immigrés. Maintenant, je suis à la retraite, hein, et ça fait plaisir de voir qu'on est avec eux, avec des immigrés. Parce qu'il faut quand même un peu arrêter le racisme, surtout quand on commence à tuer. Il faut tenir, parce que la société est en train d'entendre le message. La France est en train de vous entendre. Donc on ne peut pas s'arrêter. Et puis là, les choses s'accélèrent. Donc à Nancy, on est obligé de prendre le train pour gagner un peu de temps pour aller justement en région parisienne. Ce soir donc sur Radio Bordeaux 98.50 FM stéréo avec Samia, Nasser et Hamid, la marche pour l'égalité. Dans la région parisienne, d'une ville à une autre, d'un lycée à un autre et d'une entreprise à une autre, on se mobilise, on informe l'opinion publique, le français, notre voisin de palier, de cette marche pour l'égalité. Les filles et fils d'immigrés poursuivent leur longue marche pour l'égalité et contre le racisme. Aujourd'hui, d'Anvers-sur-Oise à Pontoise, dans le Val d'Oise, une étape supplémentaire sur la route de la réconciliation. Paris, 3 décembre. 100 000 personnes entre la Bastille et Montparnasse. Les partis de gauche et d'extrême gauche sont venus parcourir les derniers kilomètres. Les syndicats, les organisations humanitaires, les associations de rapatriés, les institutions juives, catholiques, musulmanes sont également représentées. Quand j'ai vu cette marche, ce monde entier qui venait, je me suis dit peut-être qu'il y a une espèce de prise de conscience. Peut-être qu'il
Ils vont accepter qu'il y a une jeunesse un peu colorée qui fasse partie aussi de ce pays et qui s'inscrira dans son histoire totale. Je me suis dit que les Français ont pris conscience, ils se réveillent, ils se lèvent, ils veulent lutter, que peut-être que l'égalité, on pourrait s'en approcher. À quoi ça sert la solidarité? À faire voir que les gens sont capables ensemble de s'aimer sans différence. On est tous de chair et d'eau. Oh, peut-être pour beaucoup un rêve. Mais pour moi, je pense que ça deviendra une réalité par les petits-enfants, peut-être ceux qui ne sont pas encore nés. On est un peu sur un petit nuage en fait. Hein. On flotte, j'ai l'impression qu'on flotte. Parce que là, effectivement, ça ne nous appartient pratiquement plus. Mais on est là. Comme je vous le disais, une délégation de ces marcheurs a été reçue il y a quelques minutes par François Mitterrand à l'Élysée. Elle est composée de 8 personnes, 4 Français et 4 immigrés, dont le jeune Toumi Djaïdjak des Maguettes à Vénissieux, qui est à l'origine effectivement donc de cette marche. Alors dites-moi un peu. Eh bien écoutez, en partant de Marseille, il s'est passé qu'on lançait un message de paix, un message pour l'égalité contre le racisme. On voit qu'aujourd'hui, par le nombre de personnes qui est venu, il a été entendu, et même par le président Mitterrand. Voilà, merci. On dit à Monsieur le Président, ben voilà le cahier de doléances, voilà ce qu'on subit, voilà la situation qui prédomine aujourd'hui, et vous avez le pouvoir, les capacités d'inverser ça. Leur demande, elle est très très basique. C'est laissez-nous vivre. Ils n'ont pas d'agenda politique. Ils n'ont pas de demande tangible, des millions de francs, c'est qu'on est en francs, des appartements, du travail. Non, c'est de l'égalité et stop au racisme, de manière diffuse. Ce sont leurs grands frères du mouvement des travailleurs arabes qui vont être très engagés dans les années 70, qui vont leur souffler une vieille demande des mouvements des travailleurs immigrés qui sont celles de leurs aînés. C'est la carte de résidence de 10 ans. Et c'est ce qui va être annoncé sur le perron de l'Élysée après la réception par François Mitterrand des marcheurs avec le père Delorme. Le gouvernement sera sans faiblesse. Il a donné des instructions d'extrême fermeté face au racisme. C'est vrai que dans les années qui vont suivre, les crimes racistes et sécuritaires vont être traités un peu différemment. Ça va être un peu plus pénalement, ils vont être un peu plus condamnés, sévères. Les violences mettront une dizaine d'années à descendre crescendo, si j'ose dire. Mais ce qui est important, c'est que le plafond de verre va se fissurer. Un des grands résultats de la marche, c'est l'apparition massive dans l'espace public de ces jeunes qui n'étaient pas beaucoup pris en considération jusque-là. Alors, ils n'ont pas été tellement mieux pris en considération par la suite. Mais il y a quelque chose de définitif, c'est-à-dire que la France, collectivement, prend conscience à ce moment-là que cette jeunesse issue des immigrations de l'ancien empire colonial, elle fait vraiment partie, désormais, de la nation française. Qu'est-ce qu'on fait après? Les marcheurs dont Toumi n'en avaient aucune idée. Et je dirais même que ça ne les intéressait pas. Toumi, moi je me rappelle très bien, il me dit, ça va, on a délivré les messages. C'était pas des militants. C'était pas des militants, les marcheurs. Et après, comme pour les événements trop forts, peut-être comme les guerres, une espèce de chape de silence, plus rien. Un vide. Moi, je l'ai ressenti comme ça, alors que c'était dans un moment d'attente, un vide. Et là, dans ce vide sidéral, sort SOS Racisme. C'est-à-dire une pensée machiavélique, politique, qui était de dire « Waouh, ils ont réussi un truc, il faut vite les calmer, là, les petits. » Sur cette place, ce soir, plusieurs dizaines de milliers de potes sont attendus pour cette première fête antiraciste.
avec une pléiade de vedettes dont Bachung qui écrit cette chanson pour l'occasion. SOS Racisme, organisatrice de cette soirée, inconnue il y a 10 mois, revendique aujourd'hui près de 2 millions de sympathisants, les porteurs du badge. C'est en octobre dernier qu'un petit groupe d'amis crée l'association. À sa tête, Harlem Désir, un étudiant de 25 ans. Et dans la foulée, on a Harlem Désir qui vient présenter avec sa petite boîte et ses petites mains, avec Stop, tu vois, Stop Racisme dessus. Il ne faut pas essayer de dresser les beurs contre SOS Racisme, c'est aberrant. Il y aura Radio Beurre à la fête du 15 juin. Il y aura un certain nombre d'associations de Beurre, de Colombes, de Gennevilliers, des associations de terrain. Il y a d'autres gens qui, par contre, nourrissent une certaine aigreur. SOS Racisme est pensé par d'anciens trotskistes qui ont rejoint le Parti socialiste, qui bénéficient des faveurs de François Mitterrand, qui se pose la question de sa réélection. Il se trouve qu'ils s'aperçoivent que l'antiracisme, ça marche. Et donc, ils vont construire quelque chose, une machine très bien faite, avec des publicistes, ils vont avoir un soutien médiatique énorme tout de suite. Voilà. Donc, il n'y avait pas une intention mauvaise à l'égard des marcheurs, mais ce qui les omnubilait, c'était leur calcul politique. Touche pas à mon pote n'a pas fait que des mauvaises choses, il a fait beaucoup de bonnes choses. Moi, je dirais que le 98, qui est quand même beaucoup plus loin, et cette fameuse descente des Champs-Élysées avec toute l'équipe de France qui venait de gagner et qui était de toutes les couleurs, a été une prise de conscience beaucoup plus forte. Mais elle a été préparée par des trucs comme Touche pas à mon pote, qu'il y ait des gens qui ont récupéré, mais c'est un fait. Le mot beurre va devenir la mode dans ces années-là. On va dire les beurs dans tous les articles, dans toutes les manières de parler. Ça a plutôt médiatiquement une connotation positive. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé. Carte de séjour, depuis 7 ans, ils font de la musique. Aujourd'hui, rien n'a changé, ou plutôt si, on parle d'eux. Y aurait-il deux sortes d'Arabes, les gentils migrants qui contribuent à l'expression culturelle française, c'est-à-dire nous, bien sûr, et mangent des petits fours qu'on va manger tout à l'heure dans les salons lambrissés, j'insiste. Mais la lambrissée, c'est le ville. Des administrations. Et les méchants immigrés qui se sont fait tabasser car ils ne font qu'apporter leur force de travail à leur pays d'adoption. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur, la douleur, Et donc, ça va ouvrir la voie à de multiples présences dans l'espace public qui n'existaient pas auparavant. Et c'est-à-dire la sortie, par rapport au père et aux mères, d'un vase clos. Smaïn. Il a 28 ans et il est comédien. Plus l'intégration avance, plus la résistance à l'intégration avance. Les jeunes issus de l'immigration commençaient à s'inscrire dans l'histoire française. La société française se nourrit positivement de la marche, mais se nourrit négativement de la marche, puisque le Front National va justement faire florès, puisque Jean-Marie Le Pen fait 0,2% aux élections présidentielles de 1981, et à partir de 1983, le Front National progresse, et Jean-Marie Le Pen devient une figure médiatique. Vous savez très bien comme moi que se constituent, hélas, dans tous les pays de France, de véritables ghettos, de véritables villes étrangères, où d'ailleurs la police n'ose plus entrer. À 84, 85, 86, tout se referme. Et après, il y a les élections municipales, il y a les élections européennes. Ici à Dreux, le Front National, parti d'extrême droite, a réussi une percée aux dernières élections cantonales et l'un de ses candidats, M. Stirbois, a franchi la barre des 10%. Ils ont grandi, ils sont mariés, ils ont fait des enfants et aujourd'hui, on arrive 20-25 ans après qu'il y a des enfants puis il n'y a pas de travail. Bon, écoutez, moi je vous fais voir mon passeport, je suis née en Algérie. Alors, je ne suis pas du tout raciste, pas du tout, mais je trouve qu'il y a un problème, c'est certain. On était à la fin des 30 Glorieuses, le marché de l'emploi commençait à se fermer de plus en plus, ça a nourri, ça a grandi les idées, entre guillemets,
nationalistes, les Français d'abord. Ils auraient dû dire peut-être le blanc d'abord, ça aurait pu correspondre, ça aurait été beaucoup mieux. La liste du Front national de M. Le Pen effectue donc une percée spectaculaire sur l'échiquier politique français, pratiquement à égalité avec le Parti communiste aux alentours de 11%. Ce n'est pas moi qui ai créé le problème de l'immigration, mais je m'honore d'avoir été le premier à l'avoir posé devant l'opinion publique et à avoir forcé chacun à prendre sur ce sujet ses responsabilités. Jusqu'au début des années 80, on parle le thème de l'immigration dans l'opinion publique, c'est un thème essentiellement lié au travail, et on parle peu d'éléments culturels. Et au début des années 80, il y a une sorte de triptyque qui se met en place, hein, c'est islam, immigration, banlieue, islam, immigration, banlieue, une sorte comme ça tourne un peu en boucle dans certains cénacles. Chaque fois qu'on commençait à parler des Maghrébins, en tout cas des immigrés d'origine maghrébine, on les désignait comme Français musulmans, et ça a très vite passé à communauté musulmane. Donc très vite, on a fait disparaître notre citoyenneté française et notre appartenance à la République française sous une identité religieuse. Et assez rapidement, on va dire à la fin des années 80, moi il me semble que le tournant c'est 1989, la première affaire du voile de Creil, à l'automne 1989, qui provoque un séisme véritablement dans la vie politique. Bonsoir. La polémique sur l'affaire du port du tchador au collège de Creil dans l'Oise. La situation est toujours bloquée malgré des négociations très actives. Les 3 élèves musulmanes refusent de quitter leur foulard islamique à l'intérieur de l'établissement. Le reportage de FR3 Amiens. Je le garderai pour toujours, j'en aurai jamais. Pour débloquer cette situation, une rencontre a été organisée entre la direction du collège, les enseignants, l'inspection d'académie, les parents, les représentants des associations culturelles algériennes, marocaines et tunisiennes. Et là, il va y avoir une sorte de tension entre deux tendances de la société française autour d'un mot qu'on avait complètement oublié ou laissé de côté, le mot laïcité. L'intégration des mœurs musulmanes dans l'école laïque et républicaine, qui prête à polémique depuis plusieurs jours, cette intégration a agité cet après-midi les bancs de l'Assemblée nationale. En 80, aucune revendication, nulle part, pour construire une mosquée. Aucune. 10 ans après, des centaines. Les courants musulmans ont récupéré la marche. Au pied de la tour Montmousseau, les mètres carrés sociaux affectés aux associations du quartier sont ici transformés en modestes lieux de prière. Tous les jours, les musulmans pratiquant des minguettes s'y retrouvent. Parmi eux, quelques jeunes, une douzaine tout au plus. Certains avaient participé à la marche des beurs. On est des immigrés. Alors en France, on n'est pas considéré comme tout à fait français. Alors il faut quelque chose à quoi on se rattache. La religion, c'est quelque chose qui nous rattache à quelque chose de sûr. Et c'est important pour un individu d'être attaché à quelque chose. On n'a pas laissé à cette jeunesse la place qui lui convenait. Il y a eu comme un repli communautaire, il y a eu comme un échappatoire au travers de la religion. On a des conflits internationaux majeurs au Moyen-Orient, il y a l'Iran, il y a l'Irak. Il y a, et il y a ce fameux discours des civilisations qui commence à soindre dans la société française. Et puis, il y a la montée en puissance d'un islam fondamentaliste qui bouleverse tout le monde musulman, sans exception, et y compris les terres d'immigration. L'histoire de Mourad et Nizar commence dans cette mosquée de la cité, à 2 pas de chez eux. Comment Nizar Sassi, 23 ans, et Mourad Benchelali, 20 ans, se sont retrouvés en Afghanistan avant d'être capturés par les Américains. Moi, ce qui m'a fait fuir, c'est les minguettes. Ce qui m'a fait fuir, c'est l'absence de perspective. Moi, j'ai un travail, franchement, c'est pas le rêve. Hein. C'est un emploi jeune, mais je sais que ça va pas durer. Je sais que c'est une voie de garage. Je pars parce que c'est anxiogène. Il y a toujours des problèmes dans le quartier. On a l'impression que quand on va en ville, on nous regarde bizarrement. Bon, je vais aller voir des gens d'autres pays, peut-être qu'ils me regarderont moins bizarrement. Et c'est ça qui nous fait fuir, en fait. Les jeunes sont repérés au pied de ces tours à la sortie des mosquées. L'opération de séduction des islamistes commence avec un discours bien rodé. Les viens, on va faire ci, il faut te défendre tes frères. Et puis voilà, ils savent vous mettre bien à l'aise, quoi. Ils vous disent des belles paroles où vous êtes bien, je vous assure, vous êtes bien. Leur discours, c'est le suivant. Tu ne seras jamais français. Ça, ils le disent aux jeunes. Tu ne seras jamais français. Par contre, tu peux être musulman.
Mais la France ne t'acceptera jamais, donc tel. Je l'ai entendu. Et moi, ce que j'explique aux jeunes, c'est qu'ils peuvent être tout à la fois. C'est-à-dire qu'ils peuvent être de bons Français, avoir cette identité républicaine, de reconnaître la République et en même temps d'accepter aussi qu'ils peuvent être à la fois aussi maghrébins, qu'ils peuvent avoir une culture maghrébine, qu'ils peuvent être aussi musulmans et que tout ne doit pas s'opposer en fait. Si les droits politiques et si une citoyenneté pleine et entière avait été acquise pour l'ensemble des habitants d'origine maghrébine vivant en France à la fin de la marche et au début des années 80, je pense qu'on aurait été mieux armés et on se serait mieux défendu contre les attaques et la violence dans laquelle, et l'enfermement dans laquelle on nous a mis. Jour de marché au Bosquet. Comme dans les tours, toutes les races se mélangent. Africains, maghrébins, asiatiques. Pas moins de 30 nationalités différentes qui cohabitent plutôt bien. Les Français sont rares. Ils étaient pourtant venus nombreux dans les années 60. Toute neuve, la cité avait fière allure, mais elle se révèle vite impossible à gérer. Si vous circulez un peu partout, c'est la même chose. Nos quartiers se sont ethnicisés. C'est des ghettos sociaux, certainement, mais c'est de plus en plus des ghettos ethniques. On met que des Arabes et des Noirs à chaque fois. Après, dans la fabrique du discours, on montre du doigt en disant « vous voyez le ghetto ». On fabrique la chose, après on la désigne comme étant une problématique. 5, 4, 3. Longtemps, les politiques de la ville ont hésité, tergiversé et surtout beaucoup varié au gré des alternances politiques. Les efforts vers la banlieue se multiplient, les gouvernements successifs créent de nombreux organismes qui s'empilent sans toujours se coordonner. Aucune initiative n'est véritablement mesurée. Et en fait, la politique de la ville sert à faire, malheureusement, les bouches-trous de politique publique classique. C'est-à-dire qu'on a créé des financements et des stratégies et une administration spécifique pour gérer les quartiers. Nous n'étions plus inscrits dans le droit commun. Et à partir du moment où on vous sort du droit commun pour créer un dispositif spécifique pour vous, bah vous y perdez. Donc à partir de là, on a mis en place les mauvaises graines qui nous amènent aujourd'hui à une paupérisation des quartiers, mais paupérisation financière, mais intellectuelle et culturelle. On peut dire que c'est un échec, mais en même temps, l'intégration marche parce qu'une partie de cette population réussit quand même. Mais ceux qui restent sont plus mal qu'avant. Une jeunesse qui ne rêve pas et devient une jeunesse dangereuse, mais qu'elle soit arabe, blanche, noire, rouge. On doit donner des projets et du rêve à des jeunes. Il n'y en a plus. Voitures incendiées, vitrines brisées, magasins pillés. Depuis les Minguettes en 81, les incidents dans nos banlieues sont devenus chroniques. Quand ils en auront marre qu'on brûle les voitures, qu'on casse tout, ils vont peut-être... Ils vont peut-être changer, quoi, faire quelque chose. Les problèmes habituels que vivent les gens, comme le problème du chômage, le problème du logement, le problème du manque de loisirs, entraînent ce type de relations entre les jeunes. 3 semaines d'émeutes sans précédent dans les banlieues françaises. Le point de départ de cette vague de violence, la mort de 2 adolescents à Clichy-sous-Bois, le 27 octobre 2005. Ce sont principalement des adolescents âgés de 12 à 15 ans qui sont descendus dans les rues de Villiers-le-Bel pour venger la mort de Mouhsine El Arami, mort percuté par une voiture de police. Le rapport police-jeune, ça fait 40 ans qu'on en parle. Depuis que Toumi a été blessé par un policier, on en parle. Qu'est-ce qui a bougé depuis? Rien. Inexcusable, inexplicable, les mots d'Emmanuel Macron pour qualifier la mort d'un jeune homme tué par un policier à Nanterre. Le policier qui a tué l'adolescent est toujours en garde à vue à l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. L'enquête devra déterminer s'il était en légitime défense lorsqu'il a ouvert le feu. La vidéo du drame semble montrer le contraire. 40 ans après, il y a des méthodes qui s'inscrivent dans l'histoire. On tue un gamin de 17 ans pour un refus d'obtempérer. Ne pas sous-estimer le potentiel de colère, de frustration, de honte, de tout ce que vous voulez
qui traîne chez les jeunes des quartiers et que les émeutes sont un des rares moments. Ils peuvent renverser le rapport de force. Plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel d'une mère. Parmi les participants, des habitants du quartier populaire Pablo Picasso, dont est originaire la victime, mais aussi de toute la région parisienne. J'ai peur pour mes 4 garçons. Ouais. J'ai peur pour la suite, comment ça va se passer. J'aimerais bien que ça s'arrête et que ça n'arrive plus, en fait, parce que c'est pas possible de mourir comme ça gratuit. Ce quartier, je le connais bien. Je suis venu ici à la fin de la marche pour l'égalité contre le racisme, où il y avait quelques marcheuses et marcheurs. Et c'est un quartier que je connais aussi parce que j'y ai travaillé pour faire de ce qu'on appelle la médiation urbaine. La violence policière, elle persiste. Et je suis de ceux qui disent qu'elle est encore plus violente aujourd'hui qu'elle n'était il y a 40 ans. Je ne suis pas en train de dire que tous les policiers sont pourris, mais je pense qu'il y a un racisme naturel, décomplexé, non seulement dans l'institution policière, mais dans le paysage audiovisuel français, et ça n'émeut personne. Vous n'avez pas déménagé, et pourtant vous avez la sensation de ne plus être chez vous. Vous n'avez pas quitté votre pays, mais c'est comme si votre pays vous avait quitté. Nous ne nous laisserons pas remplacer. On en vient à des pensées racialisantes et dévastatrices comme le grand remplacement. Aujourd'hui, c'est la séquence que nous sommes en train de vivre, 40 ans après cette marche pour l'égalité et contre le racisme qu'on a dangereusement ethnicisé dans sa postérité. C'est pour ça que souvent je reprends mes interlocuteurs qui parlent de marche des beurs pour leur dire que ce n'est pas une marche des beurs, c'est une marche pour l'égalité et contre le racisme. Madame Le Pen, comment allez-vous aujourd'hui ? Le Rassemblement national a réalisé un score historique, 13,2 millions de voix. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. 40 ans après, je pense que la xénophobie, le racisme est en progression. Mais en parallèle, il y a, en termes de droits, non, il y a des droits. Les droits sont là. Les droits sont là, il faut que les gens les utilisent. Arrêtez de vous abstenir, votez. En 40 ans, il y a eu des ministres d'origine maghrébine, il y a eu des hauts fonctionnaires, des préfets, des maires de grandes villes. Par contre, ce qui reste problématique, à mon sens, c'est que les discours de stigmatisation et d'altérité n'ont pas disparu concernant cette partie, cette fraction de la société. Je suis l'un des 32 marcheurs de 1983, la marche de l'égalité contre le racisme. Et là, on est en Minguette à la pyramide. La rotonde Léo Lagrange, division Leclerc, Momousseau, là-bas les Khotarange. C'est le Hela à la Divis, agent Cannes, Maurice Torres. Il y a plein de fautes qu'on a commises, mais il y en a très peu qu'on regrette. Voilà, c'est un jeune de mon quartier. Hein, et il fait du rap, hein, il y a pas mal de vues. Des gens je connais sont morts ou bien ils ont pris des peines à la rate. Depuis des années qu'on est collé au béton. Je vais parler de la marche. Ouais, tu connais la marche? Ah ouais, la marche, j'ai suivi l'histoire. Et c'est une histoire importante dans l'histoire du quartier. Très importante, hein, tu vois. Après, bon, je vois pas beaucoup de changements. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements par rapport à leur époque. Hein. Ouais. Ce que j'ai envie de raconter, c'est que c'est la merde. Hein. C'est qu'on galère, il n'y a rien du tout. On n'a pas une salle à nous se poser le soir. Moi, je pense que c'est un combat sans fin. Parce qu'il y aura toujours du racisme. C'est bien de se battre, montrer qu'on se bat, montrer qu'on est là, qu'on n'est pas d'accord avec ça, ouais. Mais je sais pas si ça change le cœur des gens. Ben là, on est à la fresque, hein, la fresque qui relate l'histoire des grands marcheurs, des grands citoyens du monde pacifiques. Et on finit notre fresque avec notre Toumi national. Et sachant le vécu et l'histoire de ce quartier me rend vraiment fier d'être un habitant des Minguettes. Cette statue, elle symbolise la Marianne, qui est l'allégorie de la République française. Ce qui est dingue, en fait, c'est que cette Marianne, si vous regardez bien son positionnement, elle tourne le dos. En tout cas, c'est l'interprétation que j'ai, c'est qu'elle tourne le dos aux habitants de la ZUP. Je
que je pense, moi, c'est qu'il y a eu un énorme gâchis. La France, la République française, s'est privée d'une richesse phénoménale, dont elle ne mesure encore pas l'importance. L'énergie de la marche est une énergie exceptionnelle. Et c'est celle-là, à mon avis, qu'il faut pouvoir décrire et dire. La marche était un moment, c'était un beau moment. De fierté, de courage, d'affirmation. C'est tout. Derrière, c'est pas ça qui va régler les problèmes quotidiens. Même s'il y a de plus en plus de gens sensibles aux sirènes de l'extrême droite, en même temps, il y a de plus en plus de gens qui sont complètement mélangés. Donc moi, je fais le pari quand même de la vie plus forte que les faillites du système. Voilà, c'est la fin de ce Reporter Plus. Merci de l'avoir suivi. Restez sur France 24, l'actualité continue.